Une semaine avant notre mariage, je l'ai surprise en train d'envoyer des messages à son ex, lui disant qu'elle ne m'épousait que pour la stabilité et que j'étais son choix de sécurité. Quand je l'ai confrontée, elle a levé les yeux au ciel et a dit « Oh, s'il te plaît, une fille doit penser à son avenir. Tu devrais être reconnaissant que je t'ai choisi. » J'ai tout annulé pendant qu'elle profitait d'une journée au spa. Le jour du mariage, elle est arrivée sur le lieu en robe de mariée pour ne trouver qu'un bâtiment vide et un personnel confus. Alors, Reddit, je n'aurais jamais cru être le type à écrire ce genre d'histoire, mais me voilà, assis dans ma vieille camionnette quelque part à Yellowstone, regardant les étoiles apparaître une à une, me demandant comment ma vie a pu se renverser complètement en seulement 7 jours. Ça va être long, alors accrochez-vous. Pour le contexte, j'ai 34 ans, je suis un homme. Je dirige ma propre petite entreprise de menuiserie dans une ville rurale du Montana, où il y a probablement plus de vaches que d'habitants. Rien de très chic ou impressionnant, juste moi, 2 gars qui bossent avec moi, et mon cousin qui s'occupe de la comptabilité. J'ai commencé à aider mon père à réparer des granges quand j'avais 16 ans, puis j'ai fait mon apprentissage auprès d'un vieux briscard nommé Earl, qui m'a tout appris sur le vrai travail du bois. Pas ces trucs préfabriqués à la IKEA, mais de l'artisanat authentique avec du bois de qualité. Petit à petit, je me suis fait une clientèle et une réputation suffisante pour me lancer à mon compte il y a environ 6 ans. J'ai grandi ici. Je ne suis jamais vraiment parti, sauf pour une brève période au community college, avant de me rendre compte que je préférais travailler de mes mains plutôt que de rester assis en classe. Ma famille vit dans cette région depuis des générations, surtout des éleveurs et des artisans, des gens honnêtes qui croient au travail bien fait. Jamais riche, jamais pauvre non plus, juste assez à l'aise pour avoir ce qu'il faut et se faire plaisir de temps en temps. J'ai rencontré ma fiancée au magasin de bricolage local, où elle travaillait dans le rayon design. Elle avait emménagé ici il y a environ 3 ans, venant de Chicago, disant qu'elle voulait une vie plus calme après que la grande ville l'a eu à bout. Elle m'a aidé à choisir des moulures pour le chalet d'un riche client que je rénovais, et on a commencé à discuter. Franchement, elle était bien au-dessus de ma catégorie, niveau apparence. Je ne sais toujours pas ce qu'elle a vu en moi au départ. Peut-être le côté exotique du « vrai homme du Montana » ou quelque chose comme ça. Elle m'a pris de court dès le premier jour. Une confiance naturelle, l'air de savoir exactement où elle allait, alors que moi j'essayais juste de me rappeler si j'avais bien enlevé la sueur de mes oreilles. Je n'étais pas vraiment raffiné, je ne l'ai jamais été, mais elle ne m'a jamais fait sentir que je devais l'être. Elle se fichait que je travaille de mes mains, ou que ma version de « m'habiller » soit juste de ne pas porter de flanelle. Elle voyait au-delà, écoutait comme si ça comptait, et riait comme si elle le pensait vraiment. Être avec elle, c'était facile, naturel. Et pour un type comme moi, ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve souvent. Les choses ont avancé normalement après ça. Je l'emmenais pêcher dans mes coins préférés. Elle détestait accrocher son appât, mais elle adorait attraper du poisson. Et elle m'entraînait à des événements communautaires où, d'une manière ou d'une autre, elle connaissait déjà tout le monde, malgré le peu de temps qu'elle vivait ici. Je l'aidais à poser des étagères dans son petit appartement, et elle m'apportait du café sur les chantiers les matins froids. La vie de couple normale. Elle planifiait toujours quelque chose, sa prochaine étape de carrière, les vacances qu'on devait prendre, le genre de maison qu'on devrait acheter. J'étais plutôt du genre à voir venir les choses, mais j'aimais son sens de la direction. Je pensais qu'on se complétait comme ça. Après 2 ans, je lui ai fait ma demande pendant une randonnée. Rien de spectaculaire, juste une bague avec un saphir et un genou tremblant. Elle a pleuré et dit oui avant même que j'ai fini ma phrase. On a fixé la date au 18 juin, et d'un coup, je me suis retrouvé jusqu'au cou dans les préparatifs du mariage, un truc que je n'aurais jamais cru me concerner. Je veux dire, je fabrique des armoires et je pose des planchers, pas des compositions florales, et je ne débat pas sur la différence entre ivoire et blanc cassé pour les nappes, mais elle rayonnait chaque fois qu'elle en parlait, alors je m'y suis mis à fond. Si c'était important pour elle, ça l'était pour moi. J'ai commencé à assister à toutes les réunions avec les prestataires, à poser les questions qu'elle oubliait, à vérifier les contrats, à trimballer un carnet comme un vrai chef de projet de mariage. Je la surprenais parfois avec un café avant un rendez-vous, ou des fleurs juste parce que j'aimais la façon dont son visage s'illuminait quand elle les voyait. Les tournesols étaient ses préférés. On a fini par réserver un pavillon rustique au bord d'un lac, à environ 1 heure de route. Pas un 5 étoiles, mais plein de charme. De grosses poutres en bois, un porche qui faisait le tour du bâtiment, et un quai s'avançant sur le lac où on devait échanger nos vœux au coucher du soleil. Elle disait que c'était le mariage de ses rêves, et je la croyais. Ça devait nous coûter environ 20 000 $, ce qui me donnait un peu mal au ventre. Mais elle répétait, on ne se marie qu'une fois, et j'étais à fond. Je voulais qu'elle se souvienne de ce jour comme du plus beau, qu'elle ait tout ce dont elle rêvait, parce qu'elle le méritait. On avait convenu de partager les frais à parts égales, ses parents couvrant une partie du traiteur. J'ai donc commencé à accepter tout le travail supplémentaire possible, les week-ends, les soirées tardives, les petits boulots de ponçage, de réparation de terrasses, de fabrication de meubles sur mesure. Certaines nuits, je rentrais chez moi complètement épuisé, mais je prenais quand même le temps de lui demander comment s'était passée sa journée,
de lui masser le dos ou de lui apporter ses pâtisseries préférées quand elle était stressée. J'adorais la voir heureuse. Et si cela signifiait moins de sommeil et plus de durillon, tant pis. Je m'occupais de toute la logistique, des contrats avec le lieu de réception, de la location du matériel, de la coordination des livraisons, et j'avais même réservé pour nous une cabane de lune de miel dans les Tétons. Tout prenait forme. Elle s'occupait des détails, les robes, les fleurs, les invitations, les tableaux d'inspiration sur Pinterest. Il restait une semaine, et tout était prêt. Et moi, j'étais sacrément fier. La vie était belle, et j'étais prêt à tout lui donner. Tout allait bien, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. 7 jours avant le mariage, j'étais au travail à finir une terrasse pour la sœur du maire. Il faisait une chaleur infernale. Je transpirais à travers ma chemise quand mon téléphone a vibré, un message d'ami, cette fille qui bosse dans le même magasin de bricolage que ma fiancée, mais dans un autre service. On est en bons termes, sans plus. Elle m'a souvent aidé à trouver des pièces rares, mais on n'est pas amis en dehors du boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Salut. Je ne sais pas si je devrais t'envoyer ça, mais je pense que tu devrais voir. Et là, une vidéo. Ma fiancée, dans la salle de pause du magasin, avec ce type, Jake, qui bosse au service des entrepreneurs. Je le connais vaguement. On a parlé quelques fois quand je faisais des commandes spéciales. Beau mec, toujours bien habillé, même pour un gars qui bosse dans un magasin de bricolage. Dans la vidéo, ils se prennent dans les bras, pas une accolade amicale rapide, non. Une vraie étreinte longue, corps contre corps, du genre où tu ne pourrais même pas glisser une feuille de papier entre eux. Elle pleure un peu, le mascara coule, et il lui tend un petit cadeau emballé. On entend le gars dire « J'aimerais que les choses soient différentes ». Et elle lui répond quelque chose que je n'arrive pas à saisir, parce que son visage est enfoui contre son torse. Mon estomac est tombé jusqu'à mes bottes. J'ai dû m'asseoir sur la terrasse à moitié terminée, les jambes molles. J'ai répondu à Ami, c'était quand, ça? Hier après-midi. Écoute, je ne veux pas foutre la merde, mais quelque chose cloche. Je lui ai demandé pourquoi elle m'envoyait ça. Cette fille, Ami, est toujours en compétition avec moi. Elle est détestable depuis que j'ai eu une promotion à sa place, mais ce n'est pas pour ça que je te le montre. L'ex de ma sœur lui a fait la même chose, une liaison émotionnelle avec une collègue pendant qu'ils préparaient leur mariage. Je ne veux juste pas voir un autre mec bien se faire avoir. J'ai essayé de rester calme, je l'ai remercié pour l'info et j'ai dit que j'allais en parler avec ma fiancée. Mais à l'intérieur, j'étais en panique totale. 7 jours avant le mariage, et elle avait des adieux en larmes avec un mec du boulot. J'étais incapable de me concentrer pour le reste de la journée. J'ai failli me marteler le pouce 2 fois, et j'ai dû refaire une section entière de rambarde parce que je l'avais posé de travers. Je me répétais que ce n'était peut-être pas ce que je croyais. Peut-être Camille faisait juste sa petite vengeance à cause de querelles de bureau. Mais c'était une vidéo, et ça n'avait rien de normal. Quand elle est rentrée le soir, j'ai glissé dans la conversation. Camille m'avait envoyé un message. Je voulais juste voir sa réaction. Qu'est-ce qu'elle voulait? Le ton était immédiatement venimeux, comme si elle venait de croquer quelque chose de pourri. Elle m'a juste posé une question sur du bois pour le projet de son copain. Vous ne vous entendez pas? Elle est jalouse de tout le monde. Elle croit tout savoir depuis sa promotion. J'ai hoché la tête, attendu un peu, puis ajouté, alors, ta journée de boulot? Rien d'intéressant? Comme d'habitude, rien de passionnant, dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. Elle faisait défiler Instagram avec ce regard vide qu'ont les gens quand ils ne regardent vraiment rien. J'ai décidé de pousser un peu, tu n'avais pas dit que ce type, Jake, partait ou un truc du genre? Elle s'est figée une fraction de seconde. Un tout petit arrêt dans son défilement, mais je l'ai remarqué. Oh, ouais. Il est transféré dans un autre magasin, celui de la facturation. On a fait un petit pot d'adieu pour lui dans la salle de pause. C'est sympa. Vous étiez amis? Juste collègues. Il m'a aidé pour certains comptes d'entrepreneurs. Elle s'est soudain levée du canapé où on était assis. Je vais prendre une douche avant le dîner. Et là, j'ai su qu'il y avait un problème. Elle ne prend jamais sa douche avant le dîner, toujours après, parce qu'elle dit qu'elle se sent sale après avoir cuisiné. Le lendemain matin, elle est partie plus tôt que d'habitude, marmonnant quelque chose à propos d'une réunion matinale, m'a embrassé sur la joue et a filé avant même que j'ai lancé la cafetière. Elle avait laissé son iPad en charge sur le bureau. On avait nos mots de passe mutuels, la fameuse « transparence totale », une belle connerie. Alors j'ai regardé. Appelez ça de l'instinct. Et il s'avère que la transparence ne fonctionnait que dans un sens. Je n'ai rien trouvé dans ces messages avec Jake, ils avaient dû être supprimés. Mais j'ai trouvé toute une conversation avec son amie, appelons-la Cara, à propos de lui. Cara, qu'est-ce que tu vas faire à propos de Jake? Elle, qu'est-ce que je peux faire? Il s'en va, et je me marie dans une semaine. Cara, mais tu disais que c'était le seul qui te comprenait vraiment. Elle, c'est vrai, mais il n'est pas fiable. Tu te souviens quand il a disparu pendant un mois quand son ex est revenu? Cara, mon nom, celui du narrateur, ne ferait jamais ça. Il est stable. Alors tu épouses la sécurité et la stabilité au lieu de la passion? Elle, une fille doit penser à son avenir. Mon nom est un bon gars.
Il ferait un excellent père et un bon soutien de famille. Kara, mais est-ce que tu l'aimes comme tu aimes Jake? Elle, c'est un autre genre d'amour, plus pratique. Et il y avait encore plus. Elle, Jake dit qu'il regrette de ne pas avoir compris ce qu'il avait avant qu'il ne soit trop tard. Kara, donc maintenant, il te veut parce que tu n'es plus disponible? Classique. Elle, je sais. Mais quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il me voit vraiment, tu vois. Pas juste ce que je peux lui apporter ou comment je rentre dans ses plans d'avenir. Kara, et ton fiancé ne te voit pas comme ça? Elle, il aime l'idée de moi. La jolie fiancée qui lui fera de beaux bébés et transformera sa maison en foyer. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent la vraie moi, Kara. Kara, la vraie toi qui est encore accrochée à Jake. Elle, j'essaie de ne pas l'être. Vraiment. Mes mains tremblaient en lisant cette merde. Il y avait encore d'autres messages, remontant à plusieurs mois. Apparemment, ils se retrouvaient pour des pauses café plusieurs fois par semaine. Rien d'explicitement physique dans les textos, mais la trahison émotionnelle sautait aux yeux. J'étais l'option sûre, le plan de secours, le gars fiable qui ferait un bon mari pendant qu'elle rêvait d'un autre. Et juste quand je pensais ne pas pouvoir tomber plus bas, je suis tombé sur cet échange datant de quelques semaines. Kara, tu crois qu'il quittera un jour le Montana? Elle, peu probable. Il pense que construire des terrasses suffit. Kara, c'est mignon. Elle, mignon ne paie pas les maisons de plage. Elle ne me voyait pas seulement comme un choix sûr. Elle me voyait comme petit. Comme si j'étais un bricoleur naïf, trop idiot pour comprendre qu'on se servait de moi. Comme si la vie que j'avais bâtie de mes propres mains n'était qu'une étape, une attente avant qu'elle ne passe à mieux. 5 jours avant le mariage. Tout était payé. Mes parents étaient déjà venus du Wyoming et logeaient chez moi. Sa famille arrivait le lendemain. Qu'est-ce que j'étais censé faire, bon sang? J'ai passé la journée hébété, incapable de me concentrer sur mon travail. J'ai failli me trancher le pouce avec la scie circulaire. Mon pote Phil a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a pris à part. Mec, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'es à côté de tes pompes. Je lui ai montré les messages. Phil les a lus en silence, son visage s'assombrissant à chaque défilement. Mec, a-t-il fini par dire, tu ne peux pas l'épouser. Mais tout est payé, tout le monde vient, c'est dans 5 foutus jours. Mieux vaut perdre les acomptes que la moitié de tes affaires dans un divorce dans 5 ans quand elle te quittera pour ce Jake ou un autre. Et si je réagis trop fort? Peut-être que c'est juste le stress avant le mariage. Phil m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Relis ces textos, mec. Elle a littéralement dit à son ami qu'elle aimait ce type plus que toi. Ce ne sont pas des nerfs, c'est de la résignation. Je savais qu'il avait raison, mais j'avais besoin de l'entendre d'elle, en face. Je voulais lui donner une chance d'expliquer, de me dire que ce n'était pas ce que je croyais. Peut-être qu'il y avait un contexte que je ne voyais pas. 4 jours avant le mariage, je lui ai demandé de me retrouver à notre endroit, un petit quai au bord du lac où on allait pêcher quand on venait de se rencontrer. Je me suis dit qu'un lieu public nous garderait calme, éviterait qu'on fasse une scène. Elle semblait confuse par mon invitation, mais elle a accepté de me voir après le travail. Je suis arrivé en avance et me suis assis au bout du quai, regardant les poissons sauter et essayant de trouver les mots justes. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, clairement agacée. Qu'est-ce qui est si important que ça ne pouvait pas attendre après le boulot, lança-t-elle sèchement, ses talons claquant sur le bois du quai. Elle s'est assise à côté de moi avec un soupir, en gardant une bonne distance. J'ai 1 million de choses à faire avant samedi. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai vu la vidéo. Toi et Jake, dans la salle de pause. Elle s'est figée. 1 seconde, pas plus, mais assez longtemps. Quelle vidéo? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré. Tout y était, le câlin trop long, le cadeau, le mascara qui coule. Son visage montrait qu'elle calculait déjà comment retourner la situation plutôt que d'assumer. Elle a fini par lever les yeux. C'est Amy qui t'a envoyé ça, hein? Seigneur, cette fille est obsédée par moi. Elle est juste jalouse parce que j'ai eu le poste qu'elle voulait. Je ne suis pas là pour parler de tes histoires avec Amy. Explique-moi ce que tu fous dans cette vidéo 4 jours avant notre putain de mariage. C'était son dernier jour. Jake et moi avons bossé ensemble pendant des années. C'était émouvant. Il m'a offert un cadeau d'adieu. J'ai eu les larmes aux yeux. C'est tout, littéralement tout, a-t-elle répliqué sèchement. Et j'aimerais que les choses soient différentes, ça faisait partie de l'emballage cadeau. Elle a marqué une pause. Tu exagères tout. J'ai lu tes messages avec Kara. Là, ça l'a atteinte. Son visage s'est fissuré une fraction de seconde. T'as fouillé dans mes affaires? T'as laissé ton iPad allumé. Le même que t'as utilisé pour dire que je suis le choix sûr. Le fournisseur. Le mec que t'épouses parce qu'il est stable. Elle a regardé le lac, l'air prête à s'y jeter pour fuir. Ce n'est pas ce que tu crois, vraiment. Parce que ce que je crois, c'est que tu m'épouses tout en tournant émotionnellement autour d'un autre. Je tiens à toi, a-t-elle dit. Tu es gentil, fiable. Tu es le genre d'homme avec qui les femmes aimeraient finir. Mais tu n'es pas Jake. Elle a soupiré. Jake, c'est le chaos. Toi, c'est la stabilité. Toi, tu serais là. Lui, il ne saurait même pas construire une vie. Toi, si. Écoute, je ne vais pas construire une vie avec quelqu'un qui regarde sans cesse en arrière. Son ton a changé,
plus tranchant. Tu es sérieux, là? 4 jours avant le mariage? Tout est payé. Les invités sont déjà en route. Ma robe est chez le couturier. Le lieu, le traiteur, la musique, tout est prêt. Tu ne peux pas simplement te désister. Je me suis tourné vers elle. Je le peux, quand la femme que je suis censé épouser me considère comme le plan B avec une boîte à outils. Elle ricana. Tu crois que les mariages survivent grâce aux papillons dans le ventre? Non. Ils survivent grâce au travail d'équipe, au compromis, et au choix d'une personne qui ne disparaîtra pas dès que les choses deviendront difficiles. C'est ce que j'ai choisi. C'est ce que tu es. Je secouai la tête. Tu as choisi un filet de sécurité, un gars qui ne te remettrait jamais en question. Tu pensais que je sourirais, que je hocherais la tête et que je paierais les factures pendant que tu pleurais en secret un autre type. Ce n'est pas juste, s'exclama-t-elle. J'ai été stressé, d'accord? C'est une grande décision, mais je t'ai choisi. J'ai dit oui. Tu as dit oui à la sécurité, pas à l'amour, répondis-je. Oh mon Dieu, Jake. Tu es impossible en ce moment. Silence de mort. Elle ne s'en rendit pas compte tout de suite, mais moi, oui. Le dernier truc qu'on s'attend à entendre, c'est sa future épouse l'appeler par le nom d'un autre homme, 4 jours avant le mariage. Ma mâchoire se crispa. Qu'est-ce que tu viens de m'appeler? Sa bouche s'ouvrit. Attends, non, je voulais dire. Non, tu ne voulais pas dire ça. Je me levai, lentement, calmement. Tu viens de dire tout ce que tu ne voulais pas dire. Écoute, s'il te plaît, on peut arranger ça. J'ai fait une erreur. J'ai paniqué. Mais on peut toujours se marier et régler tout ça après. Je ne vais pas m'engager pour une vie entière en tant que police d'assurance sentimentale. Le mariage est annulé. Tu ne peux pas dire ça comme si de rien n'était. Cria-t-elle en se levant à son tour. Les gens arrivent. Ta famille a déjà pris l'avion. Qu'est-ce que je suis censé dire à tout le monde? Dis-leur la vérité, répondis-je, d'une voix plus calme que jamais. Tu as appelé ton fiancé Jake 4 jours avant le mariage. Si ça ne suffit pas à tout expliquer, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je me levai pour partir. Elle continuait à parler, à balancer des trucs comme « Ne sois pas ridicule. Tout est payé. Tes parents sont déjà là. On peut arranger ça. » Je suis parti sans me retourner. Elle m'a crié après, mais je n'ai pas répondu. Dans mon camion, je suis resté un moment, juste pour digérer ce qui venait de se passer. Puis je suis allé chez Phil, parce que je ne me faisais pas confiance pour rester seul. Les 3 jours suivants ont été un vrai chaos. D'abord, j'ai dû dire à mes parents pourquoi le mariage était soudainement annulé. Ils logeaient dans ma chambre d'amis, avaient conduit 800 km pour être là, et étaient tout excités pour le grand jour. Leur annoncer ça, c'était comme avouer un crime. Maman, papa, il n'y aura pas de mariage. Ils m'ont regardé, confus, pendant que j'expliquais ce que j'avais découvert. Ma mère a eu les larmes aux yeux, pas pour le mariage perdu, mais pour ma peine. Mon père, un homme de peu de mots, a juste hoché la tête, grave. Mieux vaut l'apprendre maintenant que plus tard, a-t-il fini par dire. Ils étaient confus, mais compréhensifs une fois que j'eus tout expliqué. Papa m'a dit qu'il ne m'avait jamais vu aussi sûr de moi. Maman m'a serré dans ses bras longtemps, puis est passée en mode pratique, elle a commencé à appeler la famille pour prévenir du changement de programme. Ensuite, j'ai appelé le gérant du lodge pour expliquer la situation. Il a été compréhensif, mais m'a dit qu'il ne pouvait pas rembourser la compte à si peu de jours de l'événement. Soit. J'avais déjà accepté que cet argent était perdu. J'ai aussi annulé le chalet de lune de miel, mais là encore, pas de remboursement. Un autre morceau de mes économies parti en fumée, mais toujours moins cher qu'un divorce. Pendant que je triais les papiers de l'annulation, j'ai découvert qu'elle avait ouvert une carte de crédit conjointe à nos 2 noms sans me le dire. Elle y avait déjà accumulé près de 8 000 $ de dettes, en grande partie pour le mariage, mais aussi pour un ordinateur portable haut de gamme et un voyage de vacances prévu pour l'hiver prochain. Des vacances dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai aussitôt appelé la société de carte de crédit, expliqué que je n'avais jamais autorisé ça, et lancé une procédure de fraude. Heureusement qu'on n'était pas encore mariés, ça rendait les choses beaucoup plus simples légalement. Le conseiller m'a prévenu que ça pourrait temporairement affecter ma cote de crédit, le temps de l'enquête, mais c'était toujours mieux que de payer pour ses dépenses. Le plus dur, ça a été d'appeler ses parents. Je les aimais bien. Son père m'avait appris à pêcher à la mouche correctement pendant un week-end. Sa mère me donnait toujours des restes en partant et m'appelait « chérie », d'une façon qui me faisait me sentir comme un vrai membre de la famille. Je leur devais la vérité. Son père a décroché. « Qu'est-ce qui ne va pas, fiston? Tu as l'air bouleversé. » Je lui ai expliqué ce que j'avais découvert et ma décision. Un long silence a suivi. On n'entendait que sa respiration à l'autre bout du fil. « Je suis désolé, mon garçon. Elle a toujours été calculatrice. Elle tient ça du côté de sa mère, soupira-t-il. On va lui parler. Merci d'avoir eu la décence de nous prévenir directement. » J'ai senti un poids se lever de mes épaules, en sachant qu'au moins ses parents comprenaient, même s'ils étaient déçus. Pendant ce temps, mon téléphone explosait de messages venant d'elle. « Tu fais une énorme erreur. On peut arranger ça. S'il te plaît, ne dis à personne ce que tu as vu. Laisse-moi leur expliquer.
Jake ne compte pas. C'est toi que je choisis. Réponds à ton téléphone. On doit parler de ça. Tu es en train de tout gâcher pour un malentendu. Mes parents sont furieux contre moi. C'est ce que tu voulais? Je n'ai répondu à aucun message. À la place, j'ai fait mon sac, chargé mon vieux van de camping et dit à mes parents que j'avais besoin de prendre un peu de recul. Papa m'a glissé quelques billets et m'a dit d'aller trouver la clarté dans les montagnes. Ma mère m'avait préparé assez de sandwichs pour nourrir une petite armée. Ils avaient compris. Dieu les bénisse. La veille de ce qui aurait dû être notre mariage, j'étais en train de monter mon campement quelque part dans le parc de Yellowstone quand mon téléphone a vibré avec un message de Phil, restez en ville. Mec, tu ne vas pas le croire. Elle raconte à tout le monde que tu as eu une urgence familiale et que le mariage est reporté, pas annulé. Ses parents ont l'air misérables, mais ils jouent le jeu. C'est trop bizarre, mec. Je lui ai répondu qu'elle voulait se ridiculiser. Qu'elle le fasse. Ce soir-là, mes potes restés en ville m'ont envoyé des vidéos d'une fête de survie qu'ils avaient organisée en mon honneur. Une bande de dégénérés en train de brûler un faux gâteau de mariage en carton dans le jardin de Phil, comme si c'était le 4 juillet. Ils faisaient des toasts idiots, à l'art d'éviter les balles, à ceux qui voient les signaux rouges avant de signer les papiers. L'un d'eux a dit, il a littéralement sorti une remontée du dernier quart-temps, bébé. Mené de 20 points, plus de temps mort, et il sort du terrain comme un putain de MVP. Je n'avais pas ri depuis des jours, mais là, quelque chose s'est débloqué. Ça faisait du bien d'être le gars qui n'avait pas laissé tomber le ballon sur la ligne de but. Pendant ce temps, d'autres messages arrivaient d'elle. J'ai parlé à tes parents. Ils pensent que tu réagis trop vite. Le lieu du mariage a appelé. Ils ont besoin du nombre final demain. Tout le monde demande où tu es. C'est humiliant. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Tu as vraiment annulé notre lune de miel? C'était à moitié la mienne. Je serai au lodge demain. S'il te plaît, sois là. On peut encore arranger ça. J'ai éteint mon téléphone et profité du moment. Le jour où j'aurais dû me marier fut surréaliste. J'ai gardé mon téléphone éteint presque toute la journée, en marchant profondément dans l'arrière-pays où je n'avais de toute façon aucun signal. Au coucher du soleil, à l'heure où nous aurions dû échanger nos vœux, j'ai trouvé un point en hauteur surplombant une vallée. Je m'y suis assis, regardant les ombres s'allonger, étrangement en paix. Plus tard, quand j'ai rallumé mon téléphone au campement, il a explosé de notifications, textos, appels manqués, messages vocaux. J'ai ignoré la plupart, mais j'en ai écouté un, de Phil. Mec, t'as raté un sacré spectacle. Elle s'est réellement pointée au lodge, seule, en robe de mariée. Elle a dit aux quelques invités présents que tu avais une urgence familiale, mais que vous alliez reprogrammer la cérémonie bientôt. Ses parents avaient l'air d'assister à un enterrement plutôt qu'à un mariage. Son père a fini par payer tous les acomptes du lieu et s'excuser auprès de tout le monde. Elle a continué comme ça toute la journée, prenant des photos au bord du lac, souriant faussement pendant les conversations. Jake, évidemment, n'est pas venu. Je suis resté juste assez longtemps pour confirmer que c'était aussi gênant que ça en avait l'air, puis je me suis barré. Appelle-moi quand tu pourras. Je n'ai appelé personne ce soir-là. Je suis juste resté assis près de mon feu de camp, à digérer tout ça. Les jours suivants, d'autres détails ont filtré. D'après Phil, qui le tenait de sa copine, elle travaillait avec la cousine de mon ex, petite ville, tu te rappelles, Jake avait pris son transfert à Billings une semaine plus tôt pour éviter tout le drame. Un choix intelligent de sa part. 2 semaines plus tard, sa demoiselle d'honneur, Sophie, que j'avais toujours bien aimée, m'a contacté. Elle avait enfin eu toute l'histoire de la bouche de Kara et en était dégoûtée. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment, m'a-t-elle dit. Elle m'a fait croire que tu avais juste pris peur, mais Kara m'a montré les messages. Je n'arrive pas à croire qu'elle vous ait mené en bateau tous les deux. Sophie a fini par raconter à tout leur cercle d'amis ce qui s'était réellement passé. Peu à peu, les gens ont commencé à s'éloigner de mon ex, pas à cause de Jake en soi, mais à cause de la façon dont elle avait géré les choses, les mensonges, la manipulation, le refus d'accepter la réalité. Entre-temps, elle avait apparemment explosé au travail. Une vraie scène, hurlant sur Amy devant les clients, l'accusant d'avoir ruiné sa vie. Résultat, suspendue une semaine. À son retour, elle a découvert que Jake avait demandé à ce qu'elle ne soit pas autorisée à le contacter dans son nouveau magasin. Ça a déclenché une nouvelle crise, qui lui a finalement coûté son poste. Les messages ont commencé à devenir agressifs. Tu as ruiné ma vie. Tu aurais pu simplement aller au bout et on aurait arrangé les choses après. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel connard tu es. Tout ça pour un stupide câlin? Tu es pathétique. Tu n'avais pas le droit de parler à mes parents. C'était privé. Je garde la bague de fiançailles. Considère-la comme une compensation pour m'avoir humilié. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'ai simplement transféré les plus menaçants à un ami avocat, qui lui a envoyé une lettre de mise en demeure. Ça a calmé le jeu très vite. L'histoire de la bague m'a quand même mis en rogne. Elle n'était pas chère, mais c'était celle de ma grand-mère, remontée avec une nouvelle pierre. Mais j'ai décidé que ça ne valait pas la peine de me battre. Qu'elle garde le souvenir matériel de ce qu'elle avait jeté. Pendant un temps, j'ai juste roulé de camping en camping, vivant au jour le jour.
J'ai trouvé quelques petits boulots via une appli, aider les gens à construire des terrasses, des clôtures, à monter des meubles. Il y a pas mal d'argent à se faire en étant le gars qui vient réparer les trucs des touristes riches dans leur maison de vacances qu'ils visitent à peine. J'ai fini par revendre la réservation du chalet de lune de miel à un couple de lutins désespérés de trouver une escapade de dernière minute. Avec l'argent, je me suis offert un jeu d'outils sans fil haut de gamme et un nouveau porte-bagages pour le toit du van. Je me suis dit que tant qu'à travailler sur la route, autant bien le faire. C'était presque poétique, en fait. Elle avait choisi ce chalet pour célébrer la vie que j'aurais construite pour elle. Moi, je l'ai utilisé pour construire la mienne. Une nuit, environ 3 semaines plus tard, j'étais garé sur un point de vue panoramique quand un garde forestier s'est arrêté à côté de moi. Je pensais qu'il allait me dire que je n'avais pas le droit de camper là, mais en réalité, il voulait juste vérifier si tout allait bien. Je vois ton van depuis un moment, il a dit. Je voulais juste m'assurer que tout va bien. On a commencé à discuter, et je lui ai finalement raconté toute l'histoire. Il a hoché la tête et m'a dit qu'il avait vécu quelque chose de similaire dans sa vingtaine. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée, il a ajouté. Ça m'a forcé à comprendre qui j'étais, sans essayer d'être ce que quelqu'un d'autre voulait que je sois. C'est là que j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment, pas à ce que je pensais devoir vouloir. L'entreprise à la maison tournait bien grâce à mon associé, qui m'envoyait régulièrement des nouvelles. Mon prêt immobilier était modeste. J'avais des compétences que les gens étaient prêts à payer, peu importe où j'allais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement libre. Et l'histoire de la carte de crédit commune s'est bien terminée. Comme je l'avais signalé immédiatement et que j'avais la preuve que je n'avais rien signé, je n'étais pas responsable des dépenses. C'est elle qui s'est retrouvée avec la dette, ce qui ressemble à une justice cosmique, après tout ça. Mon ami avocat dit que, techniquement, elle a commis une fraude, mais qu'engager des poursuites serait plus de tracas qu'autre chose. Je voulais juste passer à autre chose. Mais j'ai quand même eu une dernière interaction avec elle, environ un mois après le non-mariage. Elle est apparue sur un terrain de camping où je restais. Apparemment, elle avait suivi mes achats par carte de crédit pour me localiser. Super flippant. J'étais à mon campement, en train de cuisiner un repas sorti d'une boîte, quand elle est arrivée. Elle avait mauvaise mine, visage creusé, cernes sombres, comme si la vie avait enfin cessé de lui sourire. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, sans me lever. « Je voulais te voir. »« T'expliquer ?» dit-elle en s'asseyant en face de moi sans y être invitée. « J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Tu me manques. »« Laquelle ?» ai-je répondu. « La tromperie émotionnelle avec Jake ? Le mensonge ? Ouvrir une carte de crédit à mon nom sans permission ? Ou te pointer à notre lieu de mariage en robe blanche, en prétendant que tout allait bien ? » Elle a sursauté. Tout ça. J'étais confuse, j'avais peur de m'engager, mais te perdre m'a fait comprendre ce qui compte vraiment. Laisse-moi deviner. Jake n'a finalement pas voulu de toi ? Son silence a suffi comme réponse. Tu devrais partir, ai-je dit en me retournant vers mon dîner. Il n'y a plus rien à dire. On a passé 3 ans ensemble. Ça ne veut rien dire pour toi ? Ça voulait tout dire, ai-je répondu sans la regarder. C'est ce qui a rendu la trahison aussi douloureuse, réaliser que je n'étais que ton plan de secours. Elle a craqué, éclatant en sanglots, à en faire écho dans les arbres. Puis, entre 2 pleurs, elle a lancé une dernière pique, tu vas le regretter. J'ai haussé les épaules. Je le noterai entre la lessive et le moment où je m'en fous. Et voilà, ça fait d'environ 6 semaines maintenant depuis le jour où j'aurais dû me marier. Je suis toujours sur la route, en pleine introspection, en camping à travers les parcs nationaux, faisant des petits boulots de menuiserie quand j'ai besoin d'argent. J'ai trouvé la paix dans la simplicité de la vie en van, je me réveille avec le soleil, je marche jusqu'à être fatigué, je m'endors sous des milliards d'étoiles. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir tourné la page. Certaines pertes valent le prix de ton respect de toi-même. En ce moment, j'attends de voir comment mon ex va tenter sa revanche. Voyons ce qu'elle a dans le ventre. Je vous tiendrai au courant, LOL. Dernière mise à jour, salut Reddit. C'est le gars qui a annulé son mariage, petit point rapide. Après 3 mois à vivre dans mon van, je suis revenu en ville en m'attendant à du drame. À la place, j'ai eu un accueil de héros. Les vieilles dames au supermarché me tapotaient le dos en disant que j'avais bien fait. Bizarre, mais sympa. Le business cartonne, plus 70% par rapport à l'an dernier. Un type de la tech a même demandé le charpentier qui a annulé son mariage pour un projet sur mesure. Mon cousin plaisante en disant qu'on devrait en faire une stratégie marketing. L'ex, ou plutôt l'ex point d'interrogation, a été viré du magasin de bricolage après son pétage de plomb. Maintenant, elle se prend pour une influenceuse Instagram sous le pseudo Montana Glam, tout en bottes de rando et bocaux de tisane sauvage. Elle a déménagé à Billings, là où bosse Jake, s'est pointée à son magasin, et la sécurité a dû la faire sortir. Maintenant, elle sort avec un type plus âgé, en BMW avec des plaques de collection. Balle évitée. Il s'avère qu'elle avait un plan de vengeance tout préparé, celui qu'elle m'avait promis entre 2 sanglots. 2 semaines après mon retour, mon plus gros client m'appelle, quelqu'un lui a envoyé des preuves que j'utilisais des matériaux bon marché et surfacturais mes services.
Les preuves étaient des photos trafiquées de projets totalement différents. Elle avait aussi créé de faux avis Yelp, disant que je draguais les femmes de mes clients et que j'abandonnais les chantiers. Le bouquet final. Elle a essayé de convaincre mon propriétaire que je gérais un trafic de drogue depuis mon atelier. Raté, les caméras de sécurité l'ont filmé en train de planter de la fausse preuve, des sachets d'origan. Véritable génie du crime. Et le rebondissement inattendu? Je sors maintenant avec Sophie. Oui, la demoiselle d'honneur de mon ex. Après avoir appris la vérité, elle m'a envoyé un message pour s'excuser d'avoir cru les mensonges de mon ex. On s'est vu pour un café, puis un dîner, puis une initiation à la pêche à la mouche. De fil en aiguille, on est ensemble depuis 4 mois. Elle dit qu'elle a toujours pensé que j'étais trop bien pour son ami, mais n'a jamais osé le dire. Mon ex est devenue folle en l'apprenant, elle a débarqué au travail de Sophie en criant au « girl code », ce qui est ironique venant d'une fille qui trompait émotionnellement son fiancé. Le père de mon ex m'a rendu la bague de ma grand-mère. Je l'ai retrouvée dans son tiroir, il m'a dit. On a pris une bière ensuite. Certains ne changent pas, il a ajouté. Ils deviennent juste meilleurs pour cacher qui ils sont. L'affaire de la fraude à la carte de crédit, l'entreprise m'a blanchi et a porté plainte. Elle a écopé d'une amende et de travaux d'intérêt général, ramassé la merde de chien au refuge où ma mère fait du bénévolat. Le karma est une garce. J'ai appris que la vie qu'on croit vouloir n'est pas toujours celle qui nous rendra heureux. Mon affaire prospère. Je construis des meubles pour moi-même. Et chaque matin, je me réveille reconnaissant de ne pas m'être contenté d'être le plan B de quelqu'un. Faites confiance à votre instinct, les gars. Et quand quelqu'un vous traite comme son plan de secours, assurez-vous de ne même pas figurer dans son fichu carnet de jeu.